Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. L'ingéniosité, l'affabilité, la générosité ne suffisent plus pour attirer et retenir des employés dont on a grand besoin. Et le problème devrait perdurer encore plusieurs années. Les questions de démographie, d'immigration et le contexte économique entrent en ligne de compte. Les transformateurs alimentaires ont consacré une journée entière de leur congrès à étudier le problème. J'y étais, voici mon reportage. En mon nom et au nom de tous les membres de l'équipe de Constant, j'aimerais vous souhaiter un très, très beau congrès. Nelson Perrault de la Maison Constant lançait une journée chargée avec au menu la main-d'œuvre et le contexte économique. Et Khalil Lacroute, directeur placement privé au Fonds de solidarité de la FTQ, introduisait Jean-Philippe Gervais de Financement agricole Canada. Le fonds, c'est 17,5 milliards d'actifs sous gestion, c'est 3600 entreprises partenaires et c'est 1,5 milliard investis dans le secteur agroalimentaire. L'agroalimentaire est fondamental pour nous, d'où notre implication pour la CETAC. J'ai le plaisir d'introduire le premier conférencier de la journée, Jean-Philippe Gervais, vice-président services économiques et évaluation, ainsi qu'économiste en chef chez FAC. Le pire est peut-être passé, selon Jean-Philippe Gervais. De voir que le prix à la transformation a grimpé, pas aussi vite que la plupart des intrants en 2022, et en 2023, bien, ces intrants-là vont diminuer quelque peu, encore une fois, règle générale. Et si on est capable de maintenir le rythme d'augmentation ou encore de soutenir les prix, à tout le moins, bien, on pourrait voir une légère augmentation des marges. La règle générale, c'est que les marges en 2022 dans l'ensemble du secteur de la transformation ont baissé de 10 %. Donc, on n'a pas été capable de repasser l'augmentation des coûts qu'on a vécu dans le secteur de la transformation. Et si vous regardez les prévisions pour 2023, bien, à partir de cette diminution-là de 10 %, mais on se ramène avec une augmentation, à partir de la fin 2022, une augmentation des marges d'à peu près 2 %. Donc, on a un certain rebond, règle générale, encore une fois, dans l'industrie au complet, mais ce rebond-là n'est pas nécessairement si significatif que ça. Donc, encore une fois, il y a des pressions sur la profitabilité. Les enjeux sont assez importants, main-d'œuvre, énergie, prix des commodités, etc. Donc, ça, c'est un peu les défis auxquels on fait face. Dans un contexte aussi économique, où le consommateur va devoir continuer à aller chercher un petit peu d'économie dans son panier d'épicerie. On dit souvent qu'on a la chance d'être dans une industrie qui est immunisée par rapport au cycle économique. C'est vrai dans son ensemble, en quelque sorte. Mais c'est pas nécessairement une expression que personnellement j'adore parce que je sais très bien que les entreprises à l'intérieur du secteur font face à des ajustements au niveau des habitudes de consommation parce que on change à l'intérieur de notre panier de consommation. On ne diminue pas nécessairement notre alimentation, mais on change un peu la composition du panier d'alimentation. Même si je suggérais que, règle générale, la marge, l'industrie de la transformation va rebondir en 2022, il y a quand même certains secteurs qui restent sous pression dans votre entreprise. Donc, grosso modo, un rebond, mais dans certains secteurs, on reste sous pression pour ce qui est des marges de profit. Si on a un message à retenir pour moi, c'est qu'on a un contexte économique qui est très incertain, on a un contexte économique qui n'est pas nécessairement super favorable pour le consommateur, donc il va y avoir certains changements des habitudes de consommation. Je pense que les coûts de financement vont demeurer élevés, malgré à très très court terme ce qui peut se passer présentement sur les marchés. Je suis quand même assez confiant présentement de voir ces coûts, confiant dans le mauvais sens peut-être, si on se met du sens de la perspective des entreprises qui désirent peut-être faire des investissements et voir des coûts d'emprunt qui reviennent un peu plus bas qu'ils ne l'ont été en 2022. Je pense qu'on va quand même avoir un environnement où ces coûts de financement-là vont rester élevés. Un des enjeux où je pense qu'il y a un certain soulagement du côté de la profitabilité, c'est le prix des matières premières. Il y a plus de chances de voir le prix des matières premières diminuer encore plus que l'on le prévoit présentement parce que on a un ralentissement économique global qui s'en vient. Et même si ce ralentissement économique global-là n'est pas techniquement une récession, parce que ce que je vous ai présenté pour le Canada, je pense techniquement ne rencontre pas la définition d'une récession, ou je pense que ça la rencontre très, très faiblement là, pour le deuxième et troisième trimestre de 2023. Il reste qu'un ralentissement économique global va avoir un impact sur le prix des commodités, et ça pourrait donner un petit peu de soulagement. La demande pour ce que nous, on offre en termes d'alimentation au niveau canadien reste excessivement forte. Les attentes des consommateurs n'ont pas faibli.
Les consommateurs veulent voir de l'innovation dans leur panier d'épicerie, veulent voir la possibilité d'avoir certaines économies, etc. Et la demande pour ce qu'on vend à l'étranger, en termes de sécurité alimentaire, ou le rôle que le Canada a joué et le Québec a joué en termes de rôle pour la sécurité alimentaire, pour moi, va continuer d'exister et être sinon de plus en plus important au fil de 2023, parce que les conditions font en sorte qu'on est vraiment très bien positionné pour être compétitif. Oui, on a certains enjeux, mais je pense que les perspectives de long terme demeurent intéressantes pour le secteur. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, certains diront que d'être un bon patron est l'atout majeur. Mais est-ce suffisant? J'en ai discuté quelques instants avec l'animateur Pierre-Olivier Zappa après sa présentation devant les congressistes. Pierre-Olivier Zappa, bonjour. Bonjour. Pierre-Olivier, on est dans une période où on est véritablement en manque de bras. Et c'est quelque chose qui va durer longtemps. Alors pour les prochaines décennies, c'est certain que c'est l'enjeu numéro 1. C'est ce qui va freiner notre croissance économique. Lorsqu'on regarde la population active, elle va continuer de décroître jusqu'en 2030. On va revenir au niveau de 2021 en 2040. Donc, on parle beaucoup de vieillissement de la population ces dernières décennies. Le Québec en vit les conséquences bien réelles et bien concrètes en ce moment, et ça pour les prochaines décennies. Est-ce que, de votre point de vue, notre économie agroalimentaire en particulier va souffrir justement de ce phénomène-là? Tous les secteurs vont en souffrir et je pense que celui de la transformation alimentaire sera probablement parmi les plus touchés parce que lorsqu'on regarde le taux de postes vacants dans ce secteur-là, c'est un des secteurs où c'est le plus bas. Ce sont des emplois qui s'exercent parfois dans des conditions qui sont plus difficiles. Donc, l'enjeu du recrutement à l'étranger va être brûlant d'actualité pour la filière au cours de la prochaine décennie. Il faudra trouver des solutions. J'en vois pas énormément. Il y en a 3 qui sont les plus prégnantes, les plus importantes. Innovation et productivité, immigration et amélioration des conditions de travail pour attirer des gens dans la filière. Vous avez parlé beaucoup du phénomène du bon patron. Oui. Le bon patron, si tout le monde devient un bon patron, on va encore manquer de main-d'œuvre. Bien, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas tout le monde qui va être des bons patrons et il y en aura toujours des meilleurs. Et aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire réaliser aux gestionnaires qu'en étant un bon patron, en développant des qualités, des aptitudes humaines, ça peut paraître banal, de simples gestes de reconnaissance, des programmes pour améliorer le bien-être de ses employés, mais ça fait une réelle différence dans la capacité d'attirer et de retenir des travailleurs. Et c'est ce que j'ai observé avec l'exercice du trophée du patron de la semaine au cours de la dernière année, en allant interroger des travailleurs qui ont inscrit leur patron au concours de mon émission. C'est de voir à quel point ces petits gestes du quotidien, une gestion terre-à-terre, une gestion humaine proche des travailleurs, ça fait une différence énorme. Ça fait la différence entre une entreprise qui est capable de recruter et une entreprise qui est freinée dans sa croissance, incapable d'aller chercher des travailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. 2 femmes chefs d'entreprise ont insisté sur l'importance de personnaliser les relations de travail et de montrer beaucoup d'ouverture. Tout d'abord, Élise Boulet, vice-présidente principale et directrice générale de l'agence Pigeon. On a 8 ans en moyenne de partenariat avec nos employés. Ça, c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers parce que aujourd'hui, je prends mon industrie, au niveau des communications, il y a 50% de taux de roulement en moyenne dans notre industrie dans les dernières années. Nous, à l'agence, dans les 3 dernières années, on a eu 10 à 12% de taux de roulement. Donc, je pense que ça veut dire quelque chose quand on parle de comment on va retenir ces employés-là. On fait de A à Z, mais on adore travailler dans le secteur du retail et de l'alimentation. C'est vraiment notre quotidien. On voulait surtout parler aujourd'hui de l'humain derrière la main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire pour Brigitte? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que gestionnaire? Puis comment on peut partager un petit peu notre expérience parce qu'on vit des choses qui sont quand même très, très différentes. Donc, les candidats maintenant, pensez comme si ils vous chopaient comme vos produits. Les gens ne viennent plus vous voir pour faire une entrevue. Ils viennent voir si ça va leur tenter de travailler chez vous. Hein? Puis il y a des sites, il y a toutes sortes de choses. Donc, il faut quand même s'attarder à ces constats-là. Un autre constat qui est vraiment important, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion, et c'est extrêmement important, mais ça va jusqu'à dire on a différentes générations. Et c'est la première fois dans l'histoire où on retrouve toutes les générations ensemble sur le marché du travail. Et ça crée des difficultés qui sont plus importantes. Donc, il faut s'y attarder et ça fait en sorte aussi qu'on est obligé de personnaliser. La flexibilité passe par la personnalisation en fonction des besoins de nos employés.
Pour Brigitte Jalbert, présidente des emballages Carousel, il est important de laisser beaucoup d'autonomie aux employés et il est bon que toutes les générations se côtoient. C'est merveilleux de pouvoir cohabiter, les baby boomers dont je suis, et toutes les autres générations qui suivent ensuite, parce qu'on apprend à se comprendre, à se connaître, puis on va chercher beaucoup de l'autre. Puis, ce que j'aime des nouvelles générations, disons les Y et Z, c'est justement ce besoin de mettre le bien-être au top de leur liste de priorités. Puis, des fois, je me dis, une chance que mon père est plus là pour voir ce que c'est maintenant, aujourd'hui, de voir que des fois, les lumières sont même pas ouvertes là, dans le dernier corridor parce qu'il n'y a personne. Mais avec la pandémie, ça nous a prouvé que c'était possible. Il y a 4 ans, vous m'auriez dit ça, les bureaux vont être vides, tout le monde va travailler de la maison. J'aurais fait une syncope, là. Mais aujourd'hui, on voit que c'est possible, puis que les résultats sont là, puis au-delà, parce que je pense que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que nos gens ressentent la confiance qu'on leur porte. Puis quand on sent que notre supérieur immédiat, puis toute l'équipe de direction te fait confiance, mais c'est naturel. Tu veux pas qu'ils regrettent de te faire confiance. Tu veux livrer la marchandise. Fait que c'est de rendre les gens autonomes. Puis de faire en sorte comment on fait pour cultiver la culture. Mais reste que le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre sont difficiles. Le problème est un véritable casse-tête chez Exceldor. Denis Boudreau, vice-président exécutif aux ressources humaines. L'enjeu des ressources humaines s'est transformé en un enjeu d'entreprise. Ça change totalement la dynamique pour essayer de trouver des solutions pour combler nos besoins de main-d'œuvre. Puis ce qu'on parle aujourd'hui, c'est les employés de plancher ou de production. Quand il manque 400-500 personnes à opérer des usines, il faut être créatif, puis la pression, elle est là. Donc, quand tout le monde pousse dans la même direction, c'est beaucoup plus facile d'essayer de trouver des solutions. Est-ce que la pandémie, dans votre secteur, ça a été un point de bascule? Ça l'a juste accéléré le phénomène au niveau de la démographie. Puis ça m'a encouragé à prendre ma retraite un peu plus tôt, je pense. Quand j'ai vu les chiffres ce matin, je suis dans la catégorie de 55 ans et plus. Je ne pense pas que je vais continuer très longtemps avec ce que j'ai vu ce matin. Donc un peu plus tard, avec le panel, je pense qu'on va discuter des façons de retenir les travailleurs expérimentés comme vous. Bon, justement, alors, mon boss est dans le salle. Vous nous direz ce que vous voulez. Chez Costco, on peine aussi à combler les postes. Marc Saint-Amour, responsable des achats. C'est la même chose pour nous chez nous. On a vu tout le monde le même problème. Certaines régions, plus que d'autres. Toronto, on a quand même une bonne population d'employés. On vient pas au bout d'opérer avec nos entrepôts avec le nombre d'employés nécessaire. Mais je vous dirais, dans la région ici, Québec, la ville de Québec, c'est un défi. On manque de ressources. Malgré qu'on offre des très bons salaires, une belle carrière chez Costco, on vit les mêmes problèmes que tout le monde. C'est un problème vraiment récurrent, tout dépend des régions. Le taux de chômage ici est très bas. Fait que c'est certain que pour Costco, on vit ces problèmes-là, nous aussi, malgré, comme je vous dis, tous les salaires qu'on offre, les avantages sociaux, c'est un problème qu'on vit. Puis je vous dirais même que nous, on grandit vite. On ouvre des entrepôts quasiment toutes les années, 1 ou 2. Puis des fois, il faut faire un recul parce que justement, on manque d'employés pour être capable d'ouvrir un autre entrepôt. Chaque entrepôt demande en moyenne 400 à 500 employés. Chez Benny et compagnie, on offre aussi de grandes possibilités d'avancement. Nicolas Filiatro, vice-président finance et administration. On utilise un peu la même technique là, chez nous. J'ai environ 70% des gens à notre siège social, donc des directeurs, des vice-présidents aujourd'hui, ont débuté en restaurant chez nous. C'est un peu ce qu'on vend aussi, puis on le vend sur les réseaux sociaux, marketing RH, etc. On a fait des petites vidéos, moi, mes confrères, puis ça permet justement à un jeune de 15 ans de débuter chez nous en cuisine. Puis il n'y a rien qui empêche qu'il peut rester chez nous pour 30 ans puis devenir vice-président achat. On accepte maintenant plus facilement de dire ce que l'on constate depuis un bon moment. Il n'y a plus de travailleurs disponibles localement. Pour Denis Boudreau d'Exceldor, le bassin de main-d'œuvre est asséché. C'est pas évident. Dans l'industrie, c'est quand même une industrie qui est difficile, qui a des conditions de travail qui sont pas faciles. Donc, on essaie de développer des méthodes où on travaille avec des firmes de communication pour aller voir sur le marché s'il y a des roches qu'on n'a pas levées pour essayer de trouver des candidats. Mais je suis obligé de dire que dans les dernières années, moi, j'arrive à la conclusion que le bassin de main-d'œuvre il est complètement asséché. Puis nous, on se tourne beaucoup vers les travailleurs étrangers temporaires. On parle de travailleurs étrangers temporaires de
En janvier, on parlait d'à peu près 200 travailleurs étrangers temporaires dans nos usines. Notre plan pour arriver à la fin de l'année, on parle de presque 500 travailleurs étrangers temporaires. Malgré tout, le secteur de l'alimentation se tire assez bien d'affaires. Ce n'est pas toujours facile, mais des producteurs, des transformateurs, des distributeurs même trouvent du support et se démarquent. C'est ce que faisait ressortir le vice-président d'Agro-Québec, Philippe Saint-Jean, alors que s'achevait le congrès du CETAC. Une de nos missions chez Agro-Québec, faire rayonner toute la filière agroalimentaire et célébrer nos succès. Cette année, c'est une année spéciale. Agro-Québec célèbre et souligne son 15e anniversaire. C'est 15 ans de communication, 15 ans d'accompagnement stratégique, 15 ans d'échanges afin de positionner l'industrie et ses parties prenantes. Il y a de nouvelles personnes qui vont joindre à nous dans notre équipe et des personnes avec un profil bien spécifique pour répondre à des nouvelles réalités de l'industrie. Des politiques de développement durable, ça devient incontournable, et des politiques d'approvisionnement responsables. Un mandat que nous avons reçu de l'AAQ, Amélioration alimentaire Québec. Je ne me rappelais pas plus tard que cette semaine à quel point nos enfants et les plus jeunes générations s'alimentent différemment. Ils sont informés, curieux et recherchent des aliments sains. Vous trouverez donc sur les tables des collations aux pommes du verger Léhi. Pourquoi nos entreprises en transformation doivent embarquer dans cette belle initiative? Bien sûr, ça a été présenté lors de l'événement marketing, la réglementation entourant le front of pack a fait réagir et a fait bouger l'industrie. Mais vous savez, ici au Congrès, en fin de semaine, on a 2 bonnes raisons de prioriser l'amélioration alimentaire au sein de vos entreprises. Les politiques de développement durable chez vos partenaires d'affaires, comme celle du Fairmount, et une nouvelle génération qui fait déjà des choix éclairés. En voilà 2 bonnes raisons. Ici Lionel Levac. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, d'ici son prochain congrès, continuera de suivre l'évolution des marchés, l'innovation dans les différents sous-secteurs et les avancées politiques qui peuvent les affecter. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.